Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de cet épisode de Questions d'actu, cette 15e réunion de haut niveau entre le Maroc et la France. 15e réunion et une quinzaine de signatures à la clé dans des domaines aussi variés que le transport, l'enseignement, la sécurité, la défense, en passant par l'immigration. Il s'agit aussi de la première visite officielle du Premier ministre français à l'étranger. Et le calendrier n'a rien d'anodin. On pourrait même dire que c'est la consécration, l'aboutissement et le suivi d'une entente renouvelée. Oui, cette réunion intervient 2 ans après la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Depuis, les visites se sont accélérées, le dialogue politique a trouvé un rythme inédit avec justement ces visites où quand les deux capitales affichent une volonté commune d'aller beaucoup plus loin. Et si pendant des décennies, l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc occupait toutes les conversations, aujourd'hui, les discussions portent surtout sur les chaînes industrielles, l'IA, les minerais critiques, la culture, les infrastructures, même l'Afrique Atlantique et bien sûr la préparation de la Coupe du Monde 2030 co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Le Maroc avance avec une feuille de route et son partenaire français revient, lui, avec une nouvelle lecture de la région. Les intérêts convergent sur de nombreux dossiers d'ailleurs. Et comme disait Henry Kissinger, il n'y a pas d'amis permanents, seulement des intérêts permanents. Fin de citation. Plongeons donc ce soir au cœur de cette nouvelle séquence où Paris semble considérer le Maroc comme son principal partenaire stratégique au Maghreb et un acteur incontournable pour ses intérêts en Afrique. Au-delà du partenariat d'exception et en attendant le traité d'amitié Maroc-France hors norme, pour reprendre les termes du Premier ministre français, quel indicateur prouvera réellement le changement d'échelle? C'est l'une des questions que nous poserons ce soir à nos invités. Avec moi en plateau, mon cher confrère, directeur de publication du site yabiladi.com, Mohamed Zouak. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir 2 de mes confrères. Le deuxième se joint à nous depuis Paris. Il est donc journaliste et professeur universitaire. Bonjour Mehdi Michbal. Bonjour Khadija Ihsan, bonjour Mohamed Zouak. Un plaisir d'être avec vous. Plaisir largement partagé, Mehdi Michbal. Nous allons commencer par du factuel, parce que nous avons avec nous 2 journalistes éditorialistes. Bien sûr, on va commencer par le factuel, c'est Mohamed Zouak. Premier déplacement à l'étranger du Premier ministre Sébastien Lecornu. Et aujourd'hui, plusieurs signatures donc, mais aussi plusieurs déclarations à la presse pendant cette conférence de presse à laquelle vous avez assisté. Qu'est-ce qui en ressort principalement, c'est Mohamed Zouak? Oui, effectivement, on était plusieurs journalistes français, journalistes marocains étaient présents d'abord lors du discours introductif des 2 chefs de gouvernement, marocains et français. Ensuite, on a dû quitter la salle pendant 2 heures. Il y a eu des discussions qui ont duré un peu plus de 2 heures pour ensuite faire la déclaration finale. Enfin, d'abord la signature des différentes conventions, lettres d'intention, etc. 14 au total. Et une déclaration finale où il a été... en fait, cette réunion interministérielle a plus valeur en tout cas, a vocation d'abord de faire le bilan de tous les projets qui ont été signés depuis la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc à l'automne 2024. Donc à la fois de faire le bilan, mais aussi de préparer la visite royale qui devrait avoir lieu aussi à l'automne prochain en France, où de grandes annonces, selon les propres termes de Sébastien Lecornu, le chef de gouvernement, de grandes annonces devraient être faites. Donc en fait, les conventions qui ont été signées ne sont pas des éléments importants, aussi importants que lors de la visite d'État. Je pense que beaucoup ont été réservés à la visite d'État de Sa Majesté en France. C'est plus des conventions techniques ou de suivi ou bien de financement. Il y a notamment le financement de la ligne à grande vitesse, Kenitra-Marrakech. Il y a le financement du RER de Rabat. Il y a aussi d'autres financements de l'AFD, notamment sur des projets hydrauliques, etc. L'Institut du monde arabe aussi avec le ministère de la Culture. Mais ce ne sont pas d'aussi gros projets que ceux qui avaient été signés en 2024.
Et donc, on peut s'attendre à des projets importants qui devraient être annoncés à l'automne 2026. Nous allons entrer dans le détail aussi, parce que c'est intéressant d'éplucher le contenu de ces signatures aujourd'hui. Vous avez parlé de transport, il y a le RER de Rabat, les projets hydriques avec la politique de l'eau. Ce sont là des projets qui sont essentiels pour le Maroc et ce positionnement français sur ces projets vitaux pour l'économie marocaine. Mais vous dites que ce n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est la présence quand même. Je me tourne vers Mehdi Michbal. La présence de 12 ministres. Pourquoi un tel engouement? Il s'agit presque de la moitié, corrigez-moi si je me trompe, de la moitié du gouvernement français qui a fait le déplacement à Rabat. Effectivement, moi, je n'ai pas eu votre chance d'être à Rabat pour assister aux réunions et à cette réunion de haut niveau. Mais je peux vous dire qu'ici, à Paris, la lecture qu'en font les observateurs et les médias français, surtout que le gouvernement Le Cornu, comme tous les gouvernements qui étaient avant lui, est un peu fragilisé politiquement. Et ça fait à peine 10 ou 11 mois qu'il est installé. Et c'est le premier déplacement du Premier ministre français à l'étranger. Et ce déplacement se fait au Maroc. D'abord, ça donne un signal. Deuxième signal, c'est que Sébastien Lecornu n'y va pas seul. Et il prend avec lui presque plus du tiers du gouvernement français, donc qui se déplace. Et on ne parle pas de simples ministres, c'est des ministres importants dans le gouvernement français, l'intérieur, les armées, l'économie des finances, l'industrie, les infrastructures, la culture aussi. Donc tout cela montre en fait que en France, le Maroc est redevenu, après la période de froid que les deux capitales ont vécu, est redevenu une priorité dans l'agenda diplomatique français. Ça, de un. De deux, la taille de la délégation montre aussi que les sujets de coopération sont aussi riches que divers et que ça reflète un petit peu tout ce dynamisme que connaît le Maroc dans tous les secteurs et surtout, et ça, il faudrait qu'on en parle aussi, le besoin aujourd'hui en France du Maroc. La France a besoin du Maroc. Et cette visite montre à quel point ce besoin est important dans tous les domaines, à commencer par le sécuritaire, par tout ce qui est diplomatique et coopération en Afrique, l'économie, le financement d'infrastructures, la participation d'entreprises françaises dans le grand projet d'infrastructures marocains, dans l'énergie aussi, c'est crucial, tout ce qui est énergie renouvelable, hydrogène vert, interconnexion avec l'Europe, des sujets très stratégiques. Certes, les conventions signées bilatérales entre les ministres, c'est généralement des conventions de suivi, de financement, mais il faut rappeler que le pilier de cette relation a été posé lors de la visite d'État du président français. Et là, il s'agit d'une reprise des réunions de haut niveau qui étaient suspendues depuis 2019 pour faire un point sur l'avancement de tout ce qui a été décidé en 2024 et pour ouvrir aussi de nouvelles perspectives dans cette relation. Alors, Mehdi Michbal, concomitance, coïncidence, il y a aussi aujourd'hui plusieurs médias qui relèvent d'une enquête sur l'affaire Pegasus. Et est-ce que vous pensez, vous, en tant que professionnel des médias, que c'est une coïncidence avec cette visite quand même importante du chef du gouvernement français accompagné de plusieurs ministres? Ah non, ce n'est pas une coïncidence du tout. Il faut être naïf pour croire que c'est une coïncidence. Ce qui est sûr, c'est que l'enquête n'a pas été lancée il y a 10 jours quand Le Cornu a annoncé son déplacement au Maroc. C'est une enquête sur laquelle ce consortium travaille depuis longtemps. Et donc, la concomitance, si on ne veut pas aller dans des théories de complot, d'intervention, de puissance étrangère dans l'agenda politique français, ce qui me paraît un petit peu pas plausible, on va dire que c'est pour l'intérêt médiatique. L'enquête était en cours et on a vu qu'il
il y a ce premier déplacement du chef du gouvernement français au Maroc avec une délégation importante, que ça vient consolider un nouveau statut que prend le Maroc dans ses relations bilatérales avec la France. Et bien sûr, il y a un intérêt médiatique. Sortir l'enquête aujourd'hui lui donne une aura. La preuve, on en parle aujourd'hui. Maintenant, l'enquête n'a d'enquête que le nom. Moi, j'ai lu un petit peu tout ce qui est sorti dans la presse. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je m'attendais quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu Révélation nouvelle, l'affaire Pegasus. Je m'attendais à trouver des preuves techniques, des preuves scientifiques sur l'implication du Maroc dans la surveillance. Eh ben, rien de nouveau sous le soleil, juste un témoignage anonyme d'un supposé ex-agent des services marocains qui parle en off pour dire oui, le Maroc utilisait bien le logiciel Pegasus. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous présente comme des révélations et qui fait le tour des médias français et des plateaux de télé aujourd'hui. Et est-ce que ça va impacter cette visite? Je ne pense pas. Certainement pas. Certainement pas, parce que de toute façon... L'épisode de Pegasus a été tourné avec la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc en 2024. Et toute tentative aujourd'hui de brouiller un petit peu ce réchauffement des relations, bon, ça verra un petit peu vain, surtout si on passe par des procédés pareils. Absolument. Il en faut plus pour ébranler cette confiance bel et bien installée. C'est Mohamed Zouar, depuis cette visite en octobre 2024 du chef de l'État, ce discours historique devant les élus de la nation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en juillet 2026, que la confiance diplomatique est bien institutionnalisée et aussi que la relation devient davantage plus économique au vu de ce qui a été signé, et même culturel, plus qu'elle est diplomatique? Je dirais, et aussi diplomatique en réalité. Dans le discours de Lecornu, il a insisté sur cette nouvelle dimension en fait, des relations franco-marocaines, d'un point de vue politique déjà, puisqu'on y reviendra, il a évidemment parlé du Sahara, ce nouvel élan qui est donné. Il a parlé aussi de la place de cette relation, en fait, dans un contexte international. Alors, bien sûr, il a évoqué rapidement le Sahel, il a évoqué les différentes problématiques internationales, mais surtout, il a parlé, je cite, du rôle de la France en tant que port d'amarrage auprès de l'Union européenne, c'est-à-dire pour le Maroc. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'installer cette relation. Vous savez, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on parlait de colocalisation dans le domaine des échanges du business, voilà, oui. Des échanges économiques. Oui. Il n'a pas utilisé le terme, mais on a l'impression que ce soit au niveau économique ou au niveau politique, il y a vraiment cette volonté de travailler de concert, de rehausser les relations au plus haut niveau, parce que c'est d'abord une volonté de la part des deux chefs d'État, et donc de situer la France comme port d'amarrage auprès de l'Union européenne, comme finalement l'atout premier, le premier partenaire auprès de l'Union européenne. Exactement. Voilà. Ça reste quand même le premier investisseur. Enfin, il y a quand même une certaine compétition entre la France et l'Espagne. Effectivement. Mais que ce soit politique, que ce soit économique, servir de port d'amarrage auprès de l'Union européenne, et puis le Maroc par rapport à l'Afrique. Et ça, il l'a dit aussi, je n'ai pas les termes exacts, mais il a aussi cité cette volonté de ce partenariat rehaussé pour partir, j'allais dire, à la conquête économique ou en tout cas dans des projets de développement en Afrique. Donc il y a vraiment cette volonté de donner un nouvel élan pour ce partenariat. On l'a vu déjà depuis l'automne 2024. Et il l'a dit d'ailleurs, de grandes annonces vont être faites lors de la visite de Sa Majesté en France. Donc on peut espérer, on peut prévoir qu'effectivement il y aura une sorte les deux diplomaties vont se mettre au diapason pour parler d'une seule voix sur différents dossiers et peut-être aussi partir ensemble dans une dynamique commune sur des projets de développement, sur des projets de business, sur des politiques oui, notamment sécuritaires, parce que je parlais de confiance. Bien Là, sûr. Je vais citer un extrait de la déclaration du Premier ministre français à l'issue donc de cette
15e réunion de haut niveau. Je cite Sébastien Lecornu. Là encore, c'est la confiance qui nous permet d'être efficaces. Elle a permis d'aboutir ces dernières années à des succès opérationnels sans précédent dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, le narcotrafic, grâce au travail conjoint de nos policiers et de nos magistrats. C'est une réponse aussi à cette affaire aujourd'hui qui est sortie dans la presse notamment. Alors, oui, on peut la lire effectivement comme ça. Alors, comme disait Mehdi Michbel, il y a un opportunisme médiatique et politique. Oui. C'est-à-dire évidemment, on va attendre le meilleur agenda pour sortir une enquête. C'est tout à fait, c'est de bonne guerre de la part des confrères journalistes français et pas que, parce qu'il y a aussi espagnols et d'autres pays. Cette enquête de Forbidden Stories. Mais le discours de Lecornu, effectivement, il a cité les services de renseignement, la coopération parfaite entre les services de renseignement, mais aussi... Avec, dans les prochains mois, la conclusion d'un accord sécuritaire global. Global, effectivement. Donc là aussi, il y a déjà des effets d'annonce. Rien n'a été annoncé tout de suite, mais des perspectives d'annonce assez fortes. Je parlais des services de renseignement, mais aussi la justice. Il a notamment cité des affaires de criminalité internationale, de narcotrafic. Et on a vu, nous journalistes, on a suivi un petit peu les différentes arrestations, les notices Interpol, les notices rouges Interpol, etc. Et donc effectivement, le Maroc a été très visible ces derniers mois avec plusieurs arrestations, notamment de citoyens français ou binationaux, franco-marocains, franco-algériens, etc., qui ont été arrêtés dans ce cadre-là, qui ont été extradés ou qui sont en cours d'extradition. Donc on voit qu'effectivement, il y a une réaffirmation de l'excellence des relations sécuritaires entre le Maroc et la France, comme une forme effectivement de pied de nez à ceux qui voudraient remettre un peu d'huile sur le feu pour nuire ou ralentir ou porter préjudice à ces relations renouvelées. Oui, et toujours selon le Premier ministre français, au fond, tout cela dit bien que la coopération franco-marocaine vit. Elle évolue. La coopération franco-marocaine donc évolue et doit désormais changer d'échelle. Mehdi Michbel, quel projet emblématique devrait cristalliser ce changement d'échelle selon vous ? Alors, il y a plein de projets qui peuvent cristalliser ce changement d'échelle. D'abord, il y a des sujets aujourd'hui qui ne sont pas résolus, qu'il faudra résoudre. Et je pense que, certainement, ça a dû être discuté entre le ministre de l'Industrie marocain et son homologue français, peut-être même au niveau des chefs de gouvernement. C'est l'histoire de la guerre que veut lancer la France et l'Europe en général aux industriels chinois qui s'installent au Maroc. Et ça atteint les intérêts marocains et toute sa stratégie industrielle bâtie ces 20 dernières années. Et ça relève d'une hypocrisie européenne, en fait, sur les questions d'investissement. On veut bien recevoir des investisseurs chinois dans le secteur des batteries, parce que c'est un secteur stratégique en Europe, mais on ne veut pas qu'ils aillent s'installer aussi au Maroc pour nous exporter leurs batteries, sachant que ces batteries-là auront une grande composante marocaine. On sait que le Maroc dispose de matières premières très utiles et qui servent à la fabrication de batteries. Là, c'est un exemple d'un des sujets, je pense, que si on arrive à trouver une solution, ça va lancer un dynamisme industriel, économique, aussi bien au Maroc qu'en Europe, qui est aujourd'hui totalement dépendante de la Chine sur le secteur des batteries. Autre secteur, c'est, je pense, avec tous les chantiers lancés par le Maroc au niveau du ferroviaire et le besoin d'entreprises françaises qui travaillent dans ce domaine d'avoir des marchés, parce que la traîne dans le monde. Avoir un marché de LGV, ce serait très précieux pour des entreprises françaises au niveau de toute la chaîne de valeur. Mais l'idée ici, c'est pas de reproduire le schéma. C'est pour ça qu'on parle de partenariat renouvelé. C'est pas de. Alors justement, Mehdi Michbel, comment mesurer l'égalité souveraine ? Comment mesurer cette égalité souveraine ? On parle de plus en plus de souveraineté. L'égalité, je vais vous dire concrètement. On parle d'égal à égal, mais comment on peut littéralement mesurer cette égalité souveraine ? Par exemple, sur le projet de la LGV là, qui va aller jusqu'à Marrakech puis Agadir, il faut passer à une nouvelle étape. En 2007-2008,
On a eu la LGV Tanger-Casa clé en main. Aujourd'hui, le Maroc doit exiger qu'une bonne partie des rails, du matériel roulant soit fabriqué au Maroc. Donc là, le Maroc doit aussi défendre ses intérêts, l'industrialisation du pays, la création d'emplois. On n'est pas là juste pour importer les produits ou les machines françaises, mais on se présente aussi comme un pays industriel qui est capable de produire des trains en étant compétitif, même par rapport à la France. Donc c'est là où l'égalité, où on dit que la France et le Maroc doivent se parler d'égal à égal, c'est là où cette égalité dans le dialogue, dans la négociation, peut produire des choses vraiment concrètes. Autre sujet très stratégique pour la France, c'est les énergies. La France est engagée dans un agenda de décarbonation avec l'Union européenne, qui est très exigeant. Et aujourd'hui, le seul pays qui peut vraiment offrir une source d'approvisionnement sûre, compétitive, à la France et à l'Europe tout entière, surtout le sud de l'Europe, en énergie propre, c'est bien le Maroc. Bon, il y a d'autres pays comme l'Égypte, les Émirats, mais on voit bien qu'il y a un avantage comparatif par rapport à ces autres pays au niveau du Maroc, qui a de l'expérience au niveau de ce secteur, qui a accumulé aussi des expériences qui lui permettent de produire une énergie propre à moindre coût et qui peut se connecter facilement au réseau européen. Et ça, c'est vraiment un sujet stratégique à la fois pour le grand public, en Europe, en France, que pour les industries. Troisième chose où on peut voir aussi un intérêt, c'est aussi dans le cadre de cette feuille de route de décarbonation européenne. Et ben aujourd'hui, le Maroc a un avantage compétitif par rapport à ses concurrents qui exportent vers la France, c'est que justement il dispose d'une plateforme de production d'énergie renouvelable qui lui permet d'avoir des industries propres et d'exporter vers l'Europe des produits décarbonés qui ne seront pas taxés pour les pénaliser comme ça pourrait être le cas pour les produits chinois ou asiatiques qui ne sont pas du tout propres. Et donc là, c'est l'intérêt pour la France, c'est Mohamed Zouar parlait de colocalisation, là je parlerai même de délocalisation de leur industrie vers le Maroc. C'est compliqué ça. Pour qu'ils puissent être compétitifs, pas seulement. Mehdi Michbal, vous le savez mieux que moi, cela risque d'être compliqué. Au vu justement de l'industrie. Là, on voit à l'image, une petite seconde juste, je présente notre troisième intervenant qui vient de se joindre au débat, Sami Chbari, consultant en communication politique et en stratégie d'influence. Bonsoir et bienvenue à vous également parmi nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, délocalisation, Mehdi Michbal, est-ce que c'est un terme réaliste au vu de l'état actuel de l'industrie française et aussi de l'économie? Est-ce que la France peut se permettre un niveau de délocalisation qui risque d'ébranler davantage un tissu industriel déjà fragilisé? Ils n'ont pas vraiment le choix. C'est des contraintes économiques qui imposent aujourd'hui. C'est une question de survie, on va dire, pour les opérateurs industriels français et européens de manière générale. Aujourd'hui, ils sont isolés. Il y a les États-Unis d'une part, l'Asie et la Chine d'autre part, qui développent de nouvelles technologies, qui arrivent à produire à moindre coût, qui se battent sur le marché mondial. Et l'Europe est là, coincée entre les deux, avec une réglementation très stricte, pesante, une fiscalité aussi qui est trop coûteuse. Et la seule alternative pour l'Europe, pour s'en sortir dans ce monde qui change, qui évolue, c'est de coopérer avec l'Afrique, je vais dire, de manière générale. Et le Maroc, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée vers cette Afrique-là. Exact. Okay. Il a tous les atouts pour sauver, je dis bien sauver, entre guillemets, les quelques industries européennes qui sont soit menacées par la Chine, soit par les Turcs, soit par les Américains. Donc, ça, c'est mon avis. Et je pense que la délocalisation n'est pas un terme péjoratif, au contraire.
c'est reculer pour mieux sauter. Et ça peut se faire en bonne entente avec le Maroc et l'Afrique de manière générale. Sami Chbali, d'un côté, pourquoi investir au Maroc qu'ailleurs au Maghreb ou même en Méditerranée? Et il y a une autre question qui est assez intéressante, puisqu'on parle de la France et de l'Afrique et du Maroc. La francophonie économique peut-elle être réinventée par Paris? Alors, pour répondre à cette deuxième partie de questions, avant de revenir sur la première, je pense que la francophonie économique, elle sera réinventée par Paris et avec les pays africains, en l'occurrence pour la francophonie qui concerne le continent africain. Paris ne la réinventera pas seul. Il y a déjà, à mon sens, un rééquilibrage de la posture française dans ses relations avec les pays africains et en particulier avec le Maroc. La visite d'Emmanuel Macron en octobre 2024 est venue un petit peu consacrer ce changement de pied de Paris sur ce sujet-là, mais que ce soit dans le cadre économique, politique ou géopolitique, une nouvelle approche de la francophonie, de toute façon, ne pourra être mise en place qu'avec le concours de tous les pays francophones, en tout cas les pays dans lesquels la langue française a sa place. Le sommet de la francophonie d'il y a 2 mois s'est tenu au Rwanda, preuve aussi d'une ouverture de la francophonie à l'Afrique australe et à l'Afrique plutôt anglophone. En tout cas, sur ce qui concerne le Maghreb, évidemment, le Maroc et ses voisins, mais le Maroc dans un premier temps et en premier lieu, aura un rôle central dans cette nouvelle phase. On voit aussi que le français, même s'il perd de son influence, ou aussi même de son usage dans le secteur professionnel, reste quand même un élément central dans le pays, mais je pense quand même que cette nouvelle page est déjà en train de s'ouvrir. Maintenant, il y aura aussi en France une nouvelle administration dans moins d'1 an. Le parti au pouvoir qui arrivera en mai 2027 à l'Élysée aura aussi un rôle à jouer dans cette nouvelle approche, qu'elle soit à nouveau politique ou économique. Alors justement, est-ce que le partenariat, et là on parle d'un traité d'amitié Maroc-France hors norme, est-ce qu'il pourra survivre, excusez l'expression, mais je ne trouve pas d'autre mot que la survie, à l'alternance politique française? Si demain c'est la gauche qui prend le pouvoir, est-ce que cela pourrait être considéré? Oui, bien sûr. Si vous avez un parti qui serait moins favorable à une relation d'une autre échelle avec le Maroc. Vous voyez, vous, un parti aujourd'hui en France qui serait moins favorable à ce changement d'échelle de la relation franco-marocaine? Peut-être au niveau de la gauche, oui. Alors, peut-être pas Mélenchon personnellement, qui a plutôt de bonnes relations avec le Maroc, mais ses lieutenants, oui, probablement. Mais je pense que quand on signe un traité de cet ordre-là, c'est le premier traité hors Union européenne, signé par la France. Donc c'est vraiment cette volonté de couler dans le marbre cette nouvelle dimension de la relation franco-marocaine. Donc je pense que oui, il pourrait y avoir des ralentissements, il pourrait y avoir des bâtons dans les roues, mais la réalité fait que le train sera lancé. C'est le cas de le dire. Alors, votre invité depuis Paris a parlé des élections françaises, il y a aussi des élections marocaines oui, dans quelques mois. Donc là aussi, il pourrait y avoir des petits changements ou des petits ajustements en termes de vision, même si, on le sait, c'est plutôt au niveau des chefs d'État que les choses sont lancées. Mais c'est après, dans la mise en pratique, où il pourrait y avoir en réalité des petites évolutions. Je voudrais revenir sur, vous avez demandé tout à l'heure à Sami Chbali les différents projets. Alors, il en a cité plusieurs qui sont très intéressants, mais lors d'une discussion il y a quelques mois avec une source, on parlait justement... Que vous ne dévoilerez pas, bien sûr, en bon journaliste qui respecte la déontologie. Et d'ailleurs, ça a été d'une certaine manière confirmé par la suite, notamment par des médias français. Oui. On avait demandé, tout simplement, est-ce que
puisque le Maroc a des ambitions dans le domaine de l'industrie de l'armement. On a vu avec l'investissement de Tata à Berchid avec les nouveaux véhicules, là, 8 roues militaires. On l'a vu avec d'autres acteurs aussi, turcs, israéliens, etc. Américains. Voilà, aussi les Américains qui s'intéressent. La France, évidemment, veut aussi vendre de l'armement au Maroc, notamment de l'armement lourd, parce que le Maroc est déjà client sur plusieurs types d'armement. Mais le Maroc, effectivement, est passé à un autre palier. Et là, il demande à ce que ces achats d'armement deviennent aussi de la colocalisation, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait un développement, un transfert de compétences et un développement local, national, de cette industrie de l'armement pour créer effectivement ce premier noyau, comme on a pu le faire avec l'aéronautique, comme on a pu le faire avec l'automobile, eh bien, créer un noyau au niveau de l'industrie de l'armement pour qu'ensuite on ait des acteurs nationaux, pour le coup, qui pourraient venir se greffer et développer un savoir-faire. Donc là aussi, il y a de grandes ambitions dans ce domaine-là. On l'a vu dans certaines révélations plus récentes de certains médias spécialisés français qui disaient que des discussions étaient en cours sur peut-être l'achat d'avions Rafale, par exemple, mais qui pourraient être coproduits au Maroc. Donc on voit vraiment, puisque le Maroc est très en avance aussi sur le domaine aérien aéronautique, donc on voit très bien que ce n'est plus les mêmes relations économiques qu'avant. On est vraiment dans une augmentation de la valeur. Alors je crois que M. Lecornu a parlé de l'intégration des chaînes de valeur, l'intégration des deux pays dans la même chaîne de valeur. Et donc là, on voit très bien qu'il y a vraiment cette volonté... Mais ça veut dire qu'il y a la recherche et développement aussi au Maroc, comme c'est le cas de Peugeot Stellantis, c'est facile de dire exactement de parler d'intégration, mais quand l'intégration n'inclut pas la recherche et développement, vous restez une plateforme d'assemblage. Bon, effectivement, donc il y a cette volonté de monter petit à petit sur l'échelle de valeur et sur des secteurs qui étaient vraiment la chasse gardée de quelques pays et qui est en train effectivement d'évoluer à l'international. On a vu la Turquie, on a vu l'Inde, on voit le Pakistan qui sont en train d'émerger comme force industrielle de l'armement. Et le Maroc ne deviendra pas forcément tout de suite un pays avec une forte industrie de l'armement, mais veut aussi créer un noyau et avoir une partie de la valeur qui soit localisée, et donc un savoir-faire qui soit localisé au niveau national. Quel rôle pour les provinces du Sud, justement, dans ce partenariat, Mehdi Mouchbel ? Surtout qu'on parle d'industrie, surtout qu'on parle de décarbonation, et enfin, je veux dire, c'est the elephant in the room. Si il y a une région à exploiter, en tout cas en termes d'énergie verte, c'est bel et bien les provinces sahariennes. Et aussi, quelle présence des industriels français avec ces visites qu'on a vues ces dernières semaines d'officiels français dans nos provinces du Sud, comment cela peut évoluer dans le sens de capitaux français, que ce soit dans l'armement ou dans l'agroalimentaire ou que sais-je, qui viennent s'implanter dans les provinces du Sud. Mehdi Mouchbel. Alors le rôle des provinces du Sud est très stratégique dans cette relation avec la France. Surtout après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, la souveraineté du Maroc sur ce territoire-là. Ça ouvre la voie aux entreprises françaises, aux banques françaises, aux fonds souverains, enfin aux fonds de pension français, pour investir dans la région. Maintenant, dans quel secteur est-ce qu'il y a des opportunités ? Oui, énormément. Là, on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau hub d'investissement, un nouveau hub logistique à Dakhla, à travers le grand port atlantique de Dakhla, et qui, comme on l'a vu dans l'expérience de Tangemed, va abriter en son sein une grande zone industrielle où seront arrimés des investissements dans l'industrie de toutes sortes, pour servir de plateforme d'exportation depuis Dakhla vers soit les Amériques, soit l'Afrique, soit le reste du monde. Si le Maroc devient cette plateforme industrielle française vers l'Afrique via ces provinces du Sud, comme vous le dites, Mehdi Mouchbel, quelle chaîne de valeur peut être totalement relocalisée là-bas ? Effectivement. Non, il y a un intérêt stratégique pour rester à Tanger. Non, il n'y aura pas de concurrence. Oui, entre le Nord et le Sud. Voilà, il n'y aura pas de cannibalisation entre Tangemed
et le port atlantique d'Dakhla, chacun adresse des marchés particuliers. Là, il y a un vrai besoin d'avoir un grand port comme celui de Dakhla dans la façade atlantique de l'Afrique. Il n'en existe pas. Et avec derrière, en background, toute la panoplie de projets d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert, de dessalement d'eau de mer, et toute cette économie, on va dire propre, j'aime pas dire verte, qui se développe là-bas, parce qu'il y a des atouts en termes de compétitivité. Le kilowattheure produit dans les provinces du Sud est moins cher que le kilowattheure produit aujourd'hui par l'ONE, à partir de sources traditionnelles. Donc il y a un vrai intérêt économique à être là-bas. Et puis il y a cette proximité dans la logistique avec les pays africains, avec les Amériques. Et surtout, être basé aujourd'hui à Dakhla ou dans les provinces du Sud, c'est bénéficier d'un accès sans taxes, sans barrières douanières ou non douanières à l'ensemble du continent africain, avec la mise en place effective de la ZLECAf, de la zone de libre-échange africaine. Alors, vous avez parlé des atouts, et vous êtes professeur universitaire. Est-ce que les talents pourraient suivre cette ambition réellement? Oui. Les talents aujourd'hui, avec tous les projets de nouvelles universités aussi qui se créent, même au niveau des provinces du Sud. L'OFEPT fait aussi un travail formidable là-bas avec de la formation de jeunes. Oui, bien sûr, nous avons un vivier de jeunesse qui est là, qui est bien formé, qui doit être encore formé, monté en compétences. On a les ingénieurs qu'il faut aussi pour accompagner ce développement des provinces du Sud, sachant que le Maroc reste un pays ouvert à toutes les compétences du monde. On n'a jamais été un pays fermé, mais la ressource humaine n'est pas une contrainte à l'heure actuelle dans le développement de grands projets industriels ou même dans l'économie numérique, parce qu'on parle de Sahara. Il ne faut pas oublier qu'avec les atouts que nous avons dans la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert bientôt, tout cela permettra de baliser le terrain pour des investissements dans les data centers, dans les gigafactories, dans tout ce que demande l'économie numérique aujourd'hui en infrastructure. Les provinces du Sud, par rapport à l'Europe, je pense que c'est l'endroit idéal pour pouvoir assurer une certaine souveraineté par rapport aux puissances américaines et chinoises dans le domaine. Donc il y a vraiment des cartes que détient le Maroc, et ce n'est pas anodin que la première visite du Premier ministre français à l'étranger se fasse au Maroc. Ce n'est pas anodin non plus qu'il emmène avec lui près de la moitié de son gouvernement. Ce n'est pas anodin que après 3 ans de froid et d'une crise assez larvée, la France cède enfin et reconnaisse la marocanité du Sahara. Tout cela n'est pas venu par hasard. Il y a des intérêts que les Français ont su reconnaître, ont su voir. Le Maroc a tenu face à la pression. Est-ce que les médias français ont suivi la bascule diplomatique très rapidement, Mehdi Mouchbel? Pardon? Est-ce que les médias français ont aujourd'hui suivi la bascule diplomatique? Non. Alors là, il y a 2 niveaux. Au niveau de l'État, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas se passer du Maroc pour des intérêts économiques, sécuritaires, diplomatiques, etc. Et puis, il y a une grande partie des médias français qui n'acceptent pas encore cette égalité qui est en train de se mettre en place entre le Maroc et la France. Merci, Mehdi. Voire même cette dépendance qui se crée en France par rapport au Maroc. Je ferai réagir aussi mon 3e invité depuis Paris, consultant en communication politique et stratégie d'influence, Sami Chbari. Complément de réponse par rapport à cette question. Et on va peut-être clôturer notre débat avec le volet humain qui est aussi très, très important dans ce partenariat maroco-français. Sami Chbari.
Je suis obligé de ne pas m'inscrire dans ce que vient de dire mon collègue Mehdi sur la perception des médias en France par rapport à cette nouvelle relation franco-marocaine depuis 2024. On a certes une partie de médias conservateurs qui continuent à montrer et à garder une grille de lecture assez passéiste. Est-ce que vous parlez de conservateurs à gauche ou de conservateurs à droite? Conservateurs plutôt à droite. Dans ce sens-là, je pense que le terme leur est plus facilement associable. En revanche, je pense qu'il y a une réelle clarté autour du fait que la relation franco-marocaine a changé. Est-ce que certains sont nostalgiques de ce qu'elle a pu être ces dernières décennies? Très probablement, mais dans la grande majorité des cas, je pense que cette nouvelle relation elle a été consacrée, elle est visible, et je pense que le fait que alors on peut aussi s'interroger sur le fait que par exemple il y a une couverture qui ne soit pas assez à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Par exemple, la visite de Sébastien Lecornu en effet, la quasi-moitié de son gouvernement a été très peu couverte dans un contexte où, évidemment, l'actualité est aussi moins suivie à cette période de l'année. En revanche, je pense qu'il serait incorrect de dire que ça n'a pas été vu par l'ensemble du paysage médiatique, ce rééquilibrage de la relation, évidemment, au profit du Maroc, sur des bases nouvelles, avec une séquence qui va aussi s'accélérer avec la prochaine visite de Sa Majesté et qui, de toute façon, reprendra le devant de la scène dans très peu de temps. Oui. Alors, je voulais réagir parce que sur ce qu'a dit nos deux collègues en visio, vous avez une partie des médias et une partie de la scène politique française, notamment plutôt des partis de gauche, qui effectivement ont plutôt tiré la langue, ont plutôt freiné quand il y a eu la déclaration, d'abord la lettre, et puis ensuite la déclaration du président Macron lors de sa visite d'État. Mais il y a eu un mot qui m'a, une phrase qui m'a marqué au niveau du discours de Sébastien Lecornu ce matin. Il a dit le Maroc, sur la question du Sahara, le Maroc peut compter sur la loyauté de la France. Et je pense que ce message n'est pas destiné au Maroc. Le Maroc sait qu'il peut compter sur la loyauté de la France, puisque ça a été inscrit noir sur blanc, etc. Le message est plutôt envoyé, me semble-t-il, à la classe politique, aux médias français, et peut-être à des pays partenaires autres, pour leur dire, en fait, ça s'inscrit vraiment sur le temps long. C'est coulé dans le marbre. Et donc, il a réinsisté pour dire, vous pouvez compter sur la loyauté. C'est-à-dire qu'on ancre diplomatiquement la reconnaissance française. Donc, il y a vraiment cette volonté de dire à ceux qui le voient d'un mauvais œil ou qui pensent pouvoir tordre le bras au président Macron ou peut-être au prochain président, que c'est une vraie politique ancrée sur la durée et qui, parce que c'est les intérêts. Il y a eu un aggiornamento, comme a dit Simi Chbel, il y a eu un aggiornamento de la politique française vis-à-vis du Sahara, et donc ça, c'est quelque chose qui est pérenne. Alors, ce qui est pérenne aussi, ce sont les liens humains. Bien sûr. Entre le Maroc et la France. Et sur cela, je vais encore citer un autre extrait de la déclaration de Sébastien Lecornu aujourd'hui, ce matin à Rabat. Je cite le Premier ministre français, s'agissant d'abord de l'essentiel, nos liens humains, nous faisons en sorte que Français et Marocains puissent échanger, circuler, travailler et s'associer au long cours. Il a répété beaucoup de fois ce long terme et long cours. C'est le cœur de notre politique en matière de visa, qui cherche à faciliter les mobilités circulaires entre ceux qui sont les forces vives de la relation franco-marocaine, les entrepreneurs, les étudiants, qui restent le premier contingent d'étudiants étrangers en France, faut-il le rappeler. Et c'est la coopération entre nos universités d'excellence et les programmes d'accompagnement des doctorants. En tout cas, là, on le voit, parce que, in fine, c'est une relation de femmes et d'hommes. Et ce qui nous interpelle aussi sur le rôle que devront jouer les diasporas respectives marocaines et françaises dans cette nouvelle page du partenariat, j'ai envie de dire dans ce nouveau tome, pas page, pas ni chapitre, dans ce nouveau tome de la relation entre Rabat et Paris. Mohamed Zouak, vous êtes celui qui porte justement cette image de la diaspora
marocaine en France, mais qui est retournée au Bercail. Et alors, je suis binational et en plus, effectivement, et puis je gère un site qui cible la diaspora marocaine, mais il a justement utilisé à plusieurs reprises, en parlant des mobilités, des étudiants, des entrepreneurs, etc., il a cité à plusieurs reprises les binationaux. Et c'est, je pense, la première fois, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez récent, pour suivre les discours politiques lors des visites de ministres, même le ministre de l'Intérieur français au Maroc, on parlait rarement des binationaux. Alors on les amenait dans des voyages présidentiels, on avait toujours les quelques figures de binationaux qu'on ramenait dans l'avion présidentiel. Non, aujourd'hui c'est vraiment... D'ailleurs il a commencé à aborder ce volet-là en parlant des liesses suite au match France-Maroc où des gens avaient le drapeau français, le drapeau marocain, fêtaient ensemble le match, etc. Et donc les binationaux ont un rôle, et cet aspect humain, effectivement, on sent que la France, c'est un petit peu, a lâché du lest sur la question des binationaux, est moins crispé sur cette question-là, et accepte le fait que les binationaux peuvent être utiles dans cette relation bilatérale, alors qu'avant, elle était quand même à un certain haut niveau, et pas au niveau humain, pas au niveau des populations. Là, réellement, dans le discours de Sébastien Lecornu, on replace en fait la diaspora, les binationaux, les communautés des deux pays, pour leur dire, en fait, vous allez être nos ambassadeurs, vous allez être nos catalyseurs pour que cette relation qui se veut rentrer dans une nouvelle dynamique, s'accélère à tous les niveaux et pas seulement au niveau des institutions. Et ça, vraiment, c'est un virage dans le discours officiel français depuis, j'allais dire, 2 ans, mais surtout ces derniers mois. Oui, mais bon, on a eu quand même des franco-marocains qui ont assumé des responsabilités au sein même du gouvernement français. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a plus de binationaux dans le gouvernement, il me semble, en tout cas dans le gouvernement Lecornu, mais en tout cas on sait, avec le départ de l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, il y a eu avant elle Najat Vallaud-Belkacem. En tout cas, Mehdi Mishbal, la même question, le rôle que la diaspora, très rapidement je vous prie, que la diaspora marocaine en France, mais aussi la diaspora française au Maroc pourrait jouer dans cette nouvelle séquence. Moi, franchement, je ne sais pas quel rôle peut jouer la diaspora. Est-ce qu'elle a vraiment un rôle à jouer à part d'être le bon représentant de son pays, de respecter les lois de la République, d'être un bon citoyen, aussi bien au Maroc qu'en France. À part ça, qu'est-ce qu'on peut demander à la diaspora? Par contre, vous avez parlé des liens humains et Sébastien Lecornu parle d'évolution positive. Moi, je pense qu'il faut sérieusement revoir la politique des visas de la France vis-à-vis des Marocains. On n'est plus dans les années 80, 90. Je ne pense pas que si on enlève les visas, la moitié des jeunes Marocains iront en France. Non, je ne pense pas. Puis, il y a des faits aussi qui contredisent ce qu'il a dit. C'est qu'aujourd'hui, les étudiants marocains en France font face à une montée exponentielle des frais d'inscription dans les universités françaises et les grandes écoles. Et tout cela montre que ce qui se passe vraiment sur le terrain n'est pas ce qui a été dit. Et là, peut-être qu'il faut que nos ministres aussi parlent de ce point-là et évoquent ce point des frais de scolarité des Marocains qui viennent étudier en France, sachant que c'est nos élites qui viennent en France pour étudier et que leur demander... l'élite intellectuelle et pas que l'élite financière. Hein. Il y a l'élite intellectuelle aussi parce qu'il y a les étudiants boursiers. Je ne parle pas de l'élite financière, je parle d'élite... justement, je précise assez. De très bons éléments viennent dans les grandes écoles françaises. Et je ne vois pas pourquoi on va les surtaxer par rapport à d'autres étudiants, par rapport à un étudiant français normal. Très bien. Sami Chbali, votre perspective par rapport justement à ces liens humains pour clore le débat. Alors là, pour le coup, je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire mon collègue Mehdi sur la dissonance qu'il peut y avoir entre le discours et le contenu de la déclaration de Sébastien Lecornu, la réalité des faits. Que ce soit sur la politique des visas en premier lieu, parce que c'est la première chose évidemment qui nous vient à l'esprit,
mais aussi le sujet des étudiants. Je suis moi-même professeur dans le supérieur. J'étais en jury de soutenance toute la journée. C'est la raison pour laquelle je vous ai rejoint avec un petit peu de retard. Nos étudiants marocains et marocaines. J'insiste aussi sur le fait que il y a beaucoup de filles marocaines qui étudient en France et qui sont d'une très grande qualité. Moi, chaque année, les étudiants de la diaspora marocaine sont parmi mes meilleurs éléments dans chaque classe. C'est une réalité que je connais depuis le début de l'enseignement, et ces profils-là ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Leur difficulté à trouver leurs premiers emplois en France quand ils souhaitent démarrer leur carrière sur le territoire hexagonal sont de plus en plus grandes, que ce soit pour la prolongation de leur titre de séjour ou simplement pour l'accès à un premier emploi. Donc, il y a une réelle dissonance entre ce que dit Sébastien Lecornu et ce qui est la réalité des faits. De même, j'apporterai aussi une nuance à ce qui a été dit précédemment sur le fait que la France se serait un petit peu assouplie au niveau du sujet des binationaux. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. C'est peut-être une posture à nouveau de Sébastien Lecornu dans son discours d'en faire part. En revanche, il y a quand même une partie de la population française qui continue à se radicaliser sur ce sujet. Il y a encore quelques mois un débat sur le fait, évidemment un débat nourri par l'extrême droite, de se demander s'il n'était pas possible d'interdire aux binationaux d'accéder à certaines fonctions politiques. Vous parliez à l'instant de votre tristesse que je partage de ne plus voir de binationaux représentants dans le gouvernement français. Il y a des partis qui voudraient tout simplement faire en sorte que ça ne puisse ne plus arriver. Il y a en revanche une nouvelle génération... On verra après les présidentielles l'année prochaine. On pourra peut-être refaire cette émission à ce moment-là. Oui, en quelques mots pour clore, Samy, je vous prie. Écoutez, moi, mon mot de la fin, il sera de toute façon que je pense, comme nous toutes et tous, on est absolument ravis que la relation de ces deux pays frères se poursuive, s'échelonne sur d'autres sujets économiques qui sont ancrés et qui évidemment s'inscrivent sur le long terme. Ça, ce sont des briques qui sont posées une à une pour que la relation franco-marocaine soit garantie, soit cimentée et soit fertile pour les prochaines années, les prochaines décennies. Et je pense que ce sont les meilleurs signaux qui sont envoyés avec des visites comme celle-ci. Exactement, avec cette réunion 15e du genre, réunion de haut niveau entre le Maroc et la France, avec à sa tête donc de cette délégation française le Premier ministre, accompagné pas moins de 12 ministres du gouvernement. Donc le Cornu, voilà, c'est la fin de cet épisode. Je voudrais réitérer mes remerciements à mes chers invités qui ont partagé avec nous leurs perspectives de ce partenariat, de ce nouveau tome du partenariat maroco-français. Merci encore une fois à vous, Mohamed Zouak. Merci Mehdi Mishbal d'avoir été avec nous ce soir. Merci Khadija Yassan. Merci à vous également, Samy Chbali. Merci pour l'invitation. Très bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.